Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien et merci d'être là aujourd'hui pour cette table ronde, cet atelier sur le thème de comment construire un processus de reporting durable pour l'avenir. Je vais vous faire l'agenda de la session. Je vais tout d'abord rapidement me présenter et vous présenter Happy Day. Ensuite, je vais laisser les intervenants se présenter eux. Ensuite, nous débattrons sur le thème d'aujourd'hui. Et enfin, on gardera un peu de temps pour des questions-réponses à la fin. Alors, moi, je m'appelle Édouard. Je suis le cofondateur et président d'Happy Day. Happy Day, c'est ma deuxième expérience entrepreneuriale. J'avais cofondé une boîte auparavant qui s'appelait Le Cab et qui était un concurrent d'Uber et des taxis en France et à Paris. Et avec Happy Day, on a essayé de construire l'outil dont les entreprises ont besoin pour faciliter et accélérer leur mise en conformité et leur reporting ESG, et notamment la CSRD, et aussi accompagner ces entreprises dans leur amélioration continue de leur performance ESG et de la création de valeur. Hop. Voilà. Donc ça, c'est petite présentation d'Happy Day rapide. L'idée principale d'Happy Day, c'est de vous faire gagner du temps sur toute la partie qui n'est pas forcément très intéressante sur l'ESG, qui est le reporting et la mise en conformité, afin que vous ayez du temps à passer sur la partie intéressante et qui ajoute de la valeur, qui est donc l'amélioration des performances ESG. Comment faisons-nous cela? On fait ça avec deux choses principales. C'est notre expertise sur la partie data. Et donc, on vous permet de collecter de la data, de la structurer et de rendre cette donnée réutilisable. Deuxième chose, on va utiliser de l'IA, mais de l'IA de façon concrète. Et deux exemples concrets de la façon dont nous utilisons l'IA, c'est tout d'abord sur la partie collecte des données pour la faciliter et l'accélérer. Et deuxièmement, sur la partie génération de rapports, et notamment les rapports narratifs liés à la CSRD. Ensuite, comme le montre cette table ronde, Happy Day, ce n'est pas simplement un outil, c'est en fait un outil qui va s'insérer dans un écosystème avec des consultants et des clients. On va se positionner entre le consultant et le client pour fluidifier tout ce processus CSRD et autres. Je vais finir pour dire qu'Happy Day n'est pas simplement un outil pour la CSRD, on est une plateforme holistique pour tous les besoins ESG et RSE des entreprises. Et c'est extrêmement important. On va vous permettre de centraliser toutes vos données sur une plateforme et ensuite d'exploiter cette donnée pour tous vos besoins ESG. Et donc ces besoins, ça peut en effet être tout ce qui est mise en conformité avec la CSRD. Ça peut aussi être du reporting, mais ça peut aussi être des questionnaires appel d'offres ou des questionnaires investisseurs. Et enfin, ça doit aussi être toute la partie amélioration continue de la performance. Voilà. Happy Day, donc nous venons de lever 10 millions d'euros avec des investisseurs français et allemands de renom. Nous sommes un acteur français, mais nous avons aussi une grosse présence à l'international puisqu'on fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. Et sur ce, je vais laisser mes invités se présenter. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Clémence. Très bien, parfait. Ça a l'air de marcher. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous. Je suis Clémence Dehaene, je suis la directrice du pôle conseil et durabilité du groupe Aura Elba, qui est un groupe français industriel spécialisé dans la création et la fabrication d'éléments de merchandising et de mobilier architecturaux, principalement pour les maisons de luxe. Voilà. Bonjour à tous, merci effectivement de votre présence ce matin à cette table ronde. Moi je suis Didier Sensé, je suis cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Minéo, qui est un cabinet d'accompagnement à la transformation sur les sujets de durabilité. Et avec une particularité, c'est que nous sommes tous à l'origine des dirigeants d'entreprise et au service d'autres dirigeants pour leur permettre d'intégrer ces sujets le plus profondément possible dans la stratégie, dans le business model, dans les opérations de l'entreprise, parce que ces sujets, nous avons la conviction aujourd'hui que c'est des enjeux de transformation qui sont vitaux pour les entreprises. On va y revenir tout au long de cette matinée. Et qu'il faut effectivement les intégrer le plus profondément possible pour en faire un sujet création de valeur au sens large.
Voilà, et on le fait avec pragmatisme, justement, en essayant de faire ces sujets de la CSRD, qui sont des sujets de compliance qui sont forts, pas uniquement un sujet de compliance, mais surtout un sujet de réflexion profonde qui permet d'intégrer ces sujets dans la stratégie, le modèle d'affaires et les opérations de l'entreprise. Bonjour, donc moi je suis Chloé, la responsable ESG de Apidé. Donc Edouard vient de vous présenter en gros Apidé. Et donc moi je suis en charge de l'équipe d'experts ESG qui, au-delà d'être responsable de la stratégie ESG d'Apidé, accompagne en fait les équipes produits et les équipes en charge des utilisateurs pour mieux comprendre les exigences de reporting ESG et les réglementations. Voilà. Et peut-être pour le petit historique, moi j'ai une expérience avant Apidé où j'ai fait de l'audit et du conseil dans le domaine de l'ESG. Voilà, d'où l'expertise que j'ai un peu développée sur ces sujets. Eh bien, merci tout le monde. On va pouvoir lancer le débat. Et pour lancer le débat, on va commencer avec la première question qui est pourquoi est-ce que le sujet de la durabilité devient un enjeu stratégique pour les entreprises ? Je crois qu'il faut rappeler que la première durabilité que doit rechercher à tout prix une entreprise, c'est les conditions de sa propre durabilité. Elle doit être là dans les 5, 10, 15 prochaines années minimum pour pouvoir avoir un impact sur le monde qui nous entoure et contribuer à résoudre les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. Donc une entreprise qui ne serait pas là dans 15 ans, elle aurait beau en mettre toutes les politiques RSE qu'elle veut, l'impact sera extrêmement limité. Or aujourd'hui, pour assurer cette durabilité, la prise en compte de ces enjeux de durabilité sont devenus absolument indispensables. Et il y a une véritable accélération ces dernières années, en particulier depuis la crise du Covid. On est passé par plusieurs étapes. La première étape, ça a été les collaborateurs qui ont été soumis à des contraintes nouvelles, et les entreprises aussi. Il a fallu apprendre à travailler à distance. Le sujet du retour à la normalité s'est posé. On voit bien que le sujet du télétravail fait encore débat. Il y a quelques années, Amazon expliquait qu'il fallait 100% de collaborateurs à distance. Aujourd'hui, ils veulent les ramener tous au bureau. Et le sujet de l'engagement, le sujet du sens est un véritable sujet. Pour attirer des talents aujourd'hui, il faut leur parler d'autre chose, pas que de salaire et de plan de carrière, mais il faut également leur démontrer que l'entreprise contribue à résoudre les sujets socio-environnementaux auxquels le monde est confronté. Deuxième sujet, pour fidéliser les collaborateurs également, vous avez entendu parler de la grande démission. Enfin, aujourd'hui, l'attachement vis-à-vis d'une entreprise est beaucoup moins fort qu'il pouvait l'être, ne serait-ce que par le fait que les contrats de travail aujourd'hui sont plus la seule modalité contractuelle qu'il peut y avoir entre un collaborateur et une entreprise. Et on a vu ces 2 dernières années une évolution de la demande dans les chaînes de valeur. Pour ceux d'entre vous qui sont soumis à des appels d'offres, ils le savent bien, les sujets autour de la RSE, il faut montrer de plus en plus d'engagement sur ces sujets-là. Et dans certains secteurs d'activité, je pense notamment au secteur du luxe, mais pas que, d'ailleurs, je pense que Clémence nous en parlera, ce sont devenus des enjeux qui sont absolument centraux dans le choix, voire des enjeux numéro 1. Et puis il y a les banques qui s'y mettent, les fonds d'investissement qui en font un élément objectif de valorisation des entreprises. Et pourquoi elles le font ? Parce qu'elles considèrent qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne pourra pas recruter, qui ne pourra pas fidéliser ses collaborateurs, qui pourra vendre et qui aura du mal effectivement à trouver des financements, elle a juste un petit problème d'impasse dans son business model et dans sa pérennité. Voilà, donc ces sujets-là aujourd'hui deviennent absolument centraux. Et on va le voir tout à l'heure, la CSRD offre un cadre de réflexion qui permet effectivement de se poser toutes les bonnes questions pour pouvoir intégrer dans la stratégie, dans le business model, ces enjeux de durabilité. Et ce sont des enjeux qui sont des enjeux systémiques, puisque les banques, pourquoi elles s'y intéressent aussi, pourquoi elles font pression pour que les entreprises s'y mettent et font des prêts à taux bonifiés pour les entreprises qui sont les plus engagées. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui sont publiées, notamment par la BCE, qui expliquent qu'un tiers des entreprises dans le monde pourraient subir des défaillances parce qu'elles n'auraient pas suffisamment pris en compte ces sujets de durabilité pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et donc, pour une banque qui a 30% de son portefeuille client qui est à risque, eh bien, ça devient un enjeu systémique, donc il pousse. Puis vous vous souvenez effectivement de Henri Castries qui, en 2015, déjà commençait à dire qu'un monde à 3 degrés n'est plus assurable. Bien, donc le monde de la finance s'y met, les clients s'y mettent, les collaborateurs s'y mettent. Donc aujourd'hui, c'est plus une option. Ce qui pouvait être le cas il y a encore quelques années, aujourd'hui, ça devient une condition sine qua non pour continuer à se développer et à faire son activité sur ces marchés. Je rajouterai une statistique, 45%, c'est sorti la semaine dernière, c'est une étude de PwC qui communique ça, 45% des dirigeants français considèrent que leur business model ne sera pas compatible avec les enjeux socio-environnementaux auxquels ils sont confrontés d'ici 10 ans. Donc il est urgent effectivement de se poser les bonnes questions et de voir effectivement d'aller au-delà
des sujets purs de compliance ou des régulations ou de publier des beaux rapports RSE, mais vraiment de se poser les questions sur le business model. Parce que si on ne le fait pas, on est comme beaucoup d'entreprises qui font bien les choses au niveau RSE, mais parce qu'elles ne remettent pas en cause leur business model, subissent des enjeux réputationnels forts. Regardez ce qui arrive à Total. Ça ne leur empêche pas de vendre pour l'instant, mais en tout cas, la réputation de l'entreprise, compliquée. Donc elle a du mal à attirer les talents aujourd'hui. On voit bien effectivement dans les campus ce qui peut se passer ou ce qui est arrivé à M. Pouyanné il y a quelque temps. Et à l'inverse, si on considère qu'on est sur un sujet, j'allais dire naturellement à impact, et c'est vrai souvent dans le secteur du care, dans la santé, où vous avez des entreprises qui, parce qu'elles sont naturellement sur ces sujets et qu'elles apportent une contribution au monde déjà de manière assez naturelle, elles peuvent s'affranchir de mettre en place des bonnes pratiques autour de la RSE. Donc, et puis ça fait des ORPA. Bon. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut faire les deux. Il faut effectivement être mieux-disant sur la manière dont on fait les choses, travailler sur la RSE, c'est indispensable. Il faut donner des preuves, et la RSE, c'est les preuves, mais également challenger son business model pour que celui-ci soit plus contributif, dans le sens contribuer à résoudre à son niveau, à l'échelle de l'entreprise, des enjeux socio-environnementaux auxquels elle est confrontée. Et là, je vais passer la parole à Clémence, parce qu'elle est un excellent exemple effectivement, d'entreprise qui fait les deux. On essaye, on essaye. Moi, je suis très alignée évidemment avec ce que vient de dire Didier sur d'abord cette notion de durabilité qui doit vraiment être comprise comme une définition très large, et ce n'est pas qu'un sujet environnemental, c'est vraiment un sujet de pérennité de vos entreprises, de nos sociétés sur le long terme. Et pourquoi stratégique ? Moi, j'aimerais peut-être creuser un peu le en quoi aussi. Cette notion de durabilité, elle est très stratégique. Didier commençait à évoquer en fait cette création aussi de nouveaux modèles indispensables pour que l'entreprise ait sa réputation, fidélise ses collaborateurs, attire de nouveaux clients. Il y a deux aspects en fait qui pour nous sont fondamentaux dans l'écriture de nouveaux modèles ou en tous les cas dans l'inscription d'une entreprise dans une durabilité. Il y a un aspect technique et qui aujourd'hui est plutôt bien compris par une majorité des entreprises. Ce qui est du domaine technique, c'est ce qui va être basé sur de la R&D principalement, des nouvelles méthodes de production, des nouveaux matériaux, des nouvelles recherches sur la régénération, des nouvelles façons de produire de l'énergie moins impactante. Donc ça, c'est évidemment en tous les cas, un des aspects fondamentaux de la durabilité. Et il y en a un deuxième qui est aujourd'hui plus compliqué et qui est pourtant absolument nécessaire et totalement imbriqué dans le premier, qui est l'aspect sociétal, voire ontologique, voire peut-être même psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à transformer notre société, nos modes de consommation, les progrès que l'on fait d'un point de vue technique seront malheureusement pas suffisants. Donc on le sait tous, je ne suis pas du tout là pour faire des leçons de morale. Ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en est d'une certaine manière conscient et qu'en même temps, on n'arrive pas à transformer. Une des notions, je pense, est la peur de perdre quelque chose, de lâcher un modèle qui rassure, où on a l'habitude de consommer, d'accumuler. Ce qui serait intéressant, c'est justement que les entreprises se penchent sur des nouveaux modèles qui rassurent, des nouveaux modèles où on n'aura pas l'impression de perdre, mais qu'au contraire, on a l'impression de tout gagner avec ces nouveaux modèles. Et d'avoir en perspective cette vision à la fois technique et à la fois ontologique, ça nous met directement dans ce cœur sujet qui pour moi est très stratégique. On ne peut pas juste être dans une démarche d'amélioration des modèles existants. On est bien face à, ou en tous les cas confronté à un vrai sujet de réinvention de nouveaux modèles. Donc ça, je pense que c'est un des points qui pour moi était, en complément de ce que disait Didier, très important. Et la CRCRD est une première étape qui permet vraiment d'avoir cet overview, ce dézoom très très large, beaucoup plus large qu'au niveau de l'entreprise, pour commencer aussi à comprendre toutes ces interconnexions et comment on va pouvoir réinventer les choses. Je pense que l'ordre de magnitude de la transformation qui est à l'œuvre, là, c'est assez comparable, peut-être même en plus important que la transformation digitale. Et on a vu effectivement depuis 30 ans tout ce que ça a occasionné dans les entreprises en termes de transformation, et c'est pas fini. Et encore, on touche là un moyen. Alors puissant certes, mais ça reste un moyen. Là, on touche à la finalité même de l'entreprise. Et donc le niveau de transformation est probablement plus profond. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui n'auraient pas pris conscience, ou en tout cas intégrer rapidement ces sujets, ça va aller très vite et probablement plus vite que le digital, parce que réseaux sociaux, la réputation des entreprises, etc., effectivement, est très challengée de jour en jour.
Et on a vu ce qui est arrivé à certaines entreprises qui n'ont pas su prendre le virage du numérique assez tôt. Je cite souvent l'exemple de Kodak, mais je pense qu'il est particulièrement marquant. Dans les années 90, début des années 90, Kodak était le numéro 1 mondial de la photo. 10 ans après, c'était Chapter 11, l'entreprise n'existe plus. Et tout ça parce qu'effectivement, elle a essayé de repousser le plus possible l'échéance de sa propre transformation. Et ça, je pense que ça nous devons tous garder en mémoire ce type d'exemple, parce que ce qui est à l'œuvre, ce sont des mouvements tectoniques extrêmement puissants qui remettent en cause effectivement les positions les plus établies dans les entreprises aujourd'hui. Eh bien, très intéressant. Et du coup, dans cette transformation des entreprises, la CSRD, finalement, et la brique double matérialité de la CSRD est-ce qu'elle offre une opportunité stratégique pour les entreprises de se transformer? Comme je t'en prie. En fait, j'ai lu et on entend souvent dire que l'arrivée de la CSRD, c'est un petit peu comme le Bretton Woods de la durabilité, d'une certaine façon. On se souvient dans les années 40 ce qui est arrivé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les accords de Bretton Woods ont mis en place le cadre de régulation finalement de la finance internationale. Le plan comptable est arrivé à peu près à ce moment-là, donc s'il y a des experts comptables dans la salle, ils peuvent le confirmer. Et il a fallu finalement aujourd'hui 70 ans pour 60 ans pour avoir un cadre de comparabilité des performances financières des entreprises. Aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement mettre en place un cadre qui permet de comparer les performances extra-financières de l'entreprise. Et la CSRD a cet objectif-là. Donc ça, c'est un premier point, je pense qu'il là aussi la vocation de la CSRD. Après, on passe assez rapidement d'un modèle capitaliste, enfin c'est lié à une évolution profonde du modèle capitaliste dans lequel la recherche de profit n'est plus l'alpha et l'oméga, le seul alpha et oméga de l'entreprise. Donc l'entreprise n'est plus uniquement au service des intérêts de ses actionnaires, mais doit se mettre au service de ses parties prenantes. Et les parties prenantes sont au cœur de la CSRD puisqu'il s'agit d'identifier les enjeux auxquels les parties prenantes sont confrontées et auxquels l'entreprise est confrontée avec ses parties prenantes. Et quels sont ces enjeux à court, moyen et long terme dans un cadre de réflexion qui va très au-delà de l'horizon de réflexion classique d'une entreprise, parce qu'on est obligé de mener des réflexions à 15-20 ans, donc ce qui est des choses qui sont complètement inhabituelles lorsqu'on réfléchit à un plan stratégique pour une entreprise. Et de manière à se préparer en mesurant finalement les risques et les opportunités financières que ces grands enjeux occasionnent sur la vie de l'entreprise, son positionnement, et l'impact que l'entreprise a sur les enjeux, sur ses parties prenantes. Voilà. Et donc c'est ce principe de double lecture, de double matérialité qui permet d'identifier les sujets les plus importants sur l'entreprise, les sujets les plus matériels, et de manière à construire un cadre de travail, un plan d'action et donc des KPI associés qui vont permettre effectivement de suivre l'évolution de ces plans d'action pour se préparer effectivement le mieux possible à affronter ces enjeux. La philosophie de la CSRD, c'est ça. Et je crois que ça serait très réducteur de le résumer uniquement à un cadre de reporting, un énième reporting complexe. On met souvent en exergue les 1178 data points, etc. Retenez que c'est un cadre de réflexion qui, pour le coup, est extrêmement bien pensé pour permettre cette réflexion et anticiper le plus possible de manière à éviter de se retrouver dans des situations à la Kodak. La mise en place de la CSRD, alors nous, on est un groupe d'un peu plus de 300 collaborateurs. On fait 70 millions à peu près de chiffre d'affaires. Ça fait, je pense, maintenant au moins 8 ou 9 ans que les sujets de RSE et de durabilité sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Et malgré tout, ce sujet CSRD, on le trouve évidemment passionnant. On trouve évidemment que c'est une très bonne opportunité, une formidable même, j'allais dire, opportunité. Mais ça reste évidemment quelque chose d'assez complexe à mettre en place. D'où le fait que, pourtant, sur ces sujets où on pense être assez aguerri, on a véritablement ressenti quand même le besoin d'être accompagné. Voilà, Apidé et Minéo. Donc voilà, ne nous mentons pas non plus. C'est un exercice qui est quand même lourd, conséquent, qui demande des ressources et probablement des accompagnements. Mais c'est un exercice qui est, pour nous en tous les cas, en première étape, extrêmement intéressant, au moins pour fixer un cadre. Ça ne vous donnera pas évidemment votre stratégie, mais un cadre référent solide. On regarde de façon très large le secteur d'activité, le marché, les parties prenantes. Et on vient identifier d'un point de vue social, juridique, économique, où sont toutes les zones de danger pour l'entreprise dans les années à venir. Et donc,
je prends souvent cette image des glissières de sécurité sur l'autoroute. Après, vous ferez ce que vous voulez. En tous les cas, ça vous permet quand même de définir un cadre avec une vision long terme de là où vous pouvez ou là où vous devez éviter d'aller et là où vous êtes en zone de risque et pas en zone de risque. Un exemple assez clair qui illustre cela, pendant la période Covid, donc nous on a une activité, on a des usines de fabrication, on fait beaucoup de mobilier en bois, on a aussi des éléments en carton. Il y a eu des très grosses pénuries de carton pendant la période Covid. Tous les stocks de carton étaient réquisitionnés par les laboratoires pharmaceutiques pour faire les emballages des médicaments, chose qu'on n'aurait jamais anticipée. Conflit Ukraine-Russie, perte des certifications FSC sur un très grand nombre des forêts russes qui sont un des principaux fournisseurs de bois certifiés sur les marchés français et européens. Là aussi, pénurie de matière. Ce sont des petits phénomènes, mais qui, de toutes les façons, c'est assez clair, vont avoir tendance à se généraliser. Donc là aussi, comment l'entreprise, nous, demain, il n'y a plus de bois, je pense qu'il y a à peu près 50% de l'activité de l'entreprise qui s'arrête. Donc comment est-ce qu'on anticipe ça ? On peut évidemment avoir des stratégies d'approvisionnement différentes. On peut avoir de la R&D pour être capable de basculer sur un autre modèle. On peut proposer, et c'est ce qu'on a fait chez Elba, des offres aussi de location. Alors vous allez me dire, la location, c'est pas hyper innovant. Dans le secteur du retail, sur ce typologie de clients, c'était assez rare et assez innovant. Et pourtant, ça fonctionne parce que ça répond aussi à des objectifs environnementaux, économiques, etc. Donc, c'est vraiment avoir cette feuille de route et ce cadre pour derrière pouvoir venir identifier et construire en tous les cas une stratégie pérenne. Le deuxième point qui est pour moi très important avec cette CSRD, c'est cette notion de transparence aussi. On a, nous, en tous les cas, chez Elba Aura, été dans cette direction par conviction personnelle. Aujourd'hui, c'est même plus une conviction personnelle, ça nous semble absolument fondamental. Ça commence peut-être aujourd'hui à faire une vraie différence au niveau de nos concurrents vis-à-vis de nos clients. Mais ça n'a pas été le cas quand même pendant longtemps. C'était apprécié, c'était un peu cherry on the cake, mais ce n'était pas ça qui définissait ou qui allait arbitrer en tous les cas l'attribution d'un appel d'offres. Aujourd'hui, les exigences des marques sont de plus en plus importantes. Eux-mêmes sont regardés. Didier le disait, de toute façon, tout ça, tout l'extra-financier reboucle aussi avec le financier. C'est peut-être pour ça aussi que les grandes maisons commencent à se poser un petit peu plus sur ces sujets. Et donc la CSRD, c'est quand même un document public, c'est un document certifié par un commissaire aux comptes spécifique. Donc il y a aussi cette notion de la transparence. Les clients vont maintenant pouvoir aussi faire des choix de manière totalement éclairée. Nous allons aussi pouvoir faire des choix au niveau de nos partenaires, de nos fournisseurs, voilà, qui peuvent être en France ou à l'étranger, en tous les cas sur l'Europe. Mais je crois que la CSRD est en tous les cas en train de se généraliser ou met déjà des premiers pas en Asie. Donc ça va être aussi extrêmement intéressant de pouvoir comparer ce qui est comparable avec des données fiables, des données certifiées par rapport à ce qu'on a en tous les cas aujourd'hui comme outil. Donc je pense que c'est aussi un point très important de la CSRD, cette notion de transparence et de comparabilité. En tous les cas, voilà, je me dis tant mieux pour ceux qui ont fait les efforts, ce sera payant. Et puis ça invitera ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'opportunité de les mettre en place, en tous les cas, à prendre le rythme. Top. Et bah, du coup, une fois qu'on a fixé ce cadre, comment est-ce qu'on gère le pilotage des performances financières et extra-financières si on est un dirigeant ? Je pense que si on parle déjà de performance financière et extra-financière, il faut définir ce que c'est que la performance financière et extra-financière. Donc, performance financière, ça va être la capacité d'une entreprise à générer des profits et à atteindre ses objectifs économiques. Si on illustre ça, une bonne performance financière, c'est une entreprise qui va être capable de générer du chiffre d'affaires, qui va potentiellement pas avoir de perte nette, qui va avoir un faible endettement. Quand on parle de la performance extra-financière, là, c'est les impacts sociaux et environnementaux qui vont être induits par le modèle de gouvernance d'une entreprise. Donc là, pour illustrer la bonne performance extra-financière, on va avoir par exemple une entreprise qui a des bonnes conditions de travail, une entreprise qui a des employés qui ont un bon équilibre vie pro, vie perso, ou encore une entreprise qui n'atteint pas à la santé de ses consommateurs
de par les substances qu'elle utilise dans ses produits ou qui a un faible impact environnemental. Depuis plusieurs années, on voit que la performance extra-financière et la performance financière, en fait, elles sont très liées. Et d'ailleurs, la CSRD, ça vient vraiment renforcer cette interconnexion entre le financier et l'extra-financier. Si on veut illustrer ça, par exemple, si on reprend l'exemple d'une entreprise qui a des employés avec un bon équilibre vie pro, vie perso, ce que ça va générer, c'est des employés qui sont plus heureux, moins stressés. Et donc, en fait, il y a des études qui ont été faites qui montrent que des employés qui sont moins stressés, qui sont plus heureux, ils vont être plus productifs et plus créatifs. Et donc ça, automatiquement, ça va générer de la valeur pour l'entreprise parce que ça va lui permettre, une entreprise va pouvoir augmenter ses ventes ou encore, elle va avoir une capacité d'innovation qui va lui donner un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Et donc là, on voit vraiment quelle peut être l'influence de la performance extra-financière sur la performance financière. Donc pour répondre à la question de comment bien piloter performance financière et extra-financière, je pense que l'entreprise qui va être capable de bien s'équiper, qui va pouvoir débloquer les ressources en interne en termes de compétences et d'outils pour gérer, piloter sa performance extra-financière et avoir une bonne performance extra-financière, qui va venir influer positivement sur sa performance financière. Oui, et puis je rajouterais que ce qui permet de choisir les bons indicateurs, les bons KPI, ce qu'on va suivre et nourrir dans le temps, c'est vraiment ce travail de double matérialité, encore une fois, qui consiste vraiment à identifier ce qu'il y a vraiment de plus important, de plus matériel. Un cabinet de conseil comme le mien n'a pas les mêmes enjeux qu'une boîte qui fait de l'extraction minière, par exemple. Donc je ne veux pas avoir des sujets environnementaux aussi importants que cette entreprise-là. Et donc, de par mon activité, je vais pouvoir choisir, sélectionner les bons data points, ceux qui correspondent vraiment à la nature même des enjeux que j'aurais identifiés et qui sont les plus matériels pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, derrière, il faut suivre ces indicateurs au fil du temps. Comme le rappelait Clémence, le sujet pris par le bambou est un sujet de réflexion qui permet d'avoir cette réflexion stratégique en profondeur, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un reporting à sortir qui est quand même assez complexe, on ne va pas se le cacher. Donc il faut suivre au fil de l'eau des indicateurs qui vont être audités chaque année par un commissaire aux comptes durabilité. Et donc le stockage, la gestion, la traçabilité de ces informations devient quelque chose d'absolument essentiel. Mais c'est vrai que ce sujet de double matérialité, encore une fois, est essentiel parce que c'est là qu'on va vraiment permettre de choisir ou de faire l'impasse sur un certain nombre d'indicateurs qui correspondent plus ou moins à l'activité. Je rajouterai un dernier point également, c'est qu'on parle souvent des sujets socio-environnementaux, mais il faut parler des sujets business. Encore une fois, l'entreprise, elle évolue dans un environnement qui a ses propres dynamiques et qui, en fonction des secteurs d'activité, a plus ou moins d'enjeux business. Je prends un exemple, l'intelligence artificielle qui concerne beaucoup d'activités, mais il y a certaines activités qui sont plus concernées que d'autres. Je suis un cabinet d'avocats ou d'audit. On peut penser qu'il y a des sujets importants qui vont conditionner pour le coup des enjeux sociaux, parce que ça va conditionner ma politique de recrutement, ma politique de formation, et comment je vais me positionner par rapport à ces sujets. Est-ce que j'en fais un allié, est-ce que j'en fais un ennemi, etc. Donc la CSRD n'offre pas toutes les réponses, évidemment, ça c'est certain. On a du mal à voir ce qui va se passer dans les 3 prochains mois, donc imaginez ce qui va se passer dans les 15 prochaines années est compliqué. Mais en tout cas, ça permet de se poser les bonnes questions et d'éviter de faire des impasses qui pourraient s'avérer essentielles pour le développement et le futur de l'entreprise. Et peut-être pour compléter notre expérience vis-à-vis de nos clients sur ces sujets-là, c'est très clairement une accélération phénoménale des demandes de reporting extra-financier. La partie financière, il y a une réunion une fois par an où au moment d'un référencement, on vous demande de remplir un tableau pour savoir quel est votre chiffre d'affaires, éventuellement par structure, vos 3 principaux clients. Sur l'extra-financier, je pense que nous, on n'est pas loin d'avoir une dizaine de plateformes ou d'outils sur lesquels l'ensemble des collaborateurs doivent reporter pour une dizaine de grandes maisons ou de grands groupes. Donc, c'est 10 logiciels différents, 10 approches différentes. Certains, c'est de façon annuelle pour avoir une visibilité sur leur consommation de matières premières et venir mettre quelques certifications. D'autres, c'est trimestriel, mensuel. Et on en a pour qui c'est assez nouveau, ça fait quelques mois. C'est à chaque projet.
Voilà, pour chaque projet, maintenant, on doit venir déclarer l'intégralité du sourcing des matières premières, les quantités commandées, etc. Donc, c'est absolument phénoménal de voir à quel point cette activité, enfin, parce que ça devient presque une activité, hein, prend d'ailleurs du temps aux équipes. Ce serait presque une équipe dédiée qu'il faudrait qu'on mette en place pour pouvoir reporter correctement. Donc voilà, mais bon, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que cette partie extra-financière qui est un petit peu invisible ou en tous les cas un peu impalpable, aujourd'hui emboîte le rythme des codes du monde de la finance et de l'économie, avec des reportings chiffrés, avec des KPIs, avec des datas. Mais du coup, c'est bien parce que ça la rend véritablement tangible et probablement que ça va permettre d'avancer plus vite sur ces sujets-là. Et merci. Et du coup, avec la multiplication de toutes ces demandes liées au pilotage de la donnée extra-financière, est-ce que la technologie pourrait pas être un allié de poids ici pour faire gagner du temps? Et notamment, on va peut-être parler aussi d'Apidé et comment est-ce qu'Apidé peut aider et comment est-ce qu'Apidé peut se différencier d'autres outils pour aider les entreprises dans ces nouveaux challenges. Je vais peut-être commencer par répondre à la fin de la question sur comment une plateforme va pouvoir se différencier, notamment au regard des exigences de la CSRD. Moi, je dirais que je vois 3 grandes tendances, 3 grands critères qui doivent être intégrés dans les plateformes. Déjà, c'est la capacité à optimiser tout le processus de reporting. Donc, sur le processus de reporting, j'entends la collecte de la donnée et l'agrégation des données. Ensuite, le deuxième critère que je vois, c'est une fois qu'on a parlé de cette partie reporting, voilà, qui peut être un peu chronophage, c'est ce que disait Edouard tout à l'heure, là où une plateforme va vraiment générer de la valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est dans sa capacité à permettre une bonne analyse des données reportées et à permettre en fait la prise de décision. C'est-à-dire en fait comment définir des actions, les mettre en place et les suivre dans le temps. Donc vraiment comment sur la base d'un reporting piloter sa stratégie. Et enfin le dernier critère que je vois, en fait c'est sur toute l'optimisation du processus d'audit. Qui, pareil, c'est un processus qui est très chronophage aujourd'hui pour les entreprises. Alors, ça a un sens parce que c'est vraiment apporter de la fiabilité sur les données. Mais beaucoup d'entreprises voient vraiment ça comme une contrainte et finalement vont passer énormément de temps, 80% de leur temps sur la partie reporting et sur la partie audit et moins se concentrer sur cette partie stratégique. Donc la plateforme qui va permettre d'optimiser ce processus d'audit, ce sera vraiment différenciateur. Et donc, sur la partie, est-ce que la technologie peut être un allié de poids ? La réponse pour moi, elle est évidente, c'est oui. Par technologie, moi j'entends, je dirais que là encore, je vois 3 grands éléments. Déjà, il y a tout cet aspect code, le dur, ce qui permet de générer nos plateformes, de donner vie aux idées qu'on a. Ensuite, évidemment, il y a l'intelligence artificielle. Je pense que là, il n'y a plus besoin de démontrer en quoi l'intelligence artificielle permet d'optimiser des processus et de faire de l'automatisation. Et enfin, quand on parle de plateforme de reporting, en termes de technologie, je pense que ce qui fait la différence également, c'est la capacité à s'intégrer avec différentes sources de données et d'autres plateformes. Et donc pour donner un exemple assez concret, on va dire le reporting dans beaucoup d'entreprises est encore fait majoritairement sur la base d'Excel. Et je dirais que c'est assez facile de voir que Excel, ça a très rapidement ses limites, parce que déjà pour collecter la donnée, ça va être très chronophage. Si par exemple on fait du reporting pour différents frameworks, ou imaginons une entreprise qui va calculer son empreinte carbone et qui doit reporter sur la CSRD, à un moment donné, pour son reporting, elle va devoir copier-coller les données. Et ça génère un risque d'erreur qui est lié à la gestion manuelle des données. Et donc, avec la technologie, en fait, et notamment Apidé, on est capable de réutiliser une information donnée dans le logiciel pour le réexploiter partout, sur tous les autres frameworks ou à tous les autres endroits où la donnée doit être exploitée.
Et en fait, au-delà de ça, on va pouvoir ajouter à ça du contrôle de cohérence sur les données, donc pour limiter le risque d'erreur. Je parlais de la visualisation tout à l'heure, la capacité à pouvoir exploiter et analyser ces données. Avec la technologie, avec Apid, on peut visualiser sa donnée très facilement, de la façon dont on veut. C'est très rapide, c'est instantané. Là où quand on est sur Excel, il faut mettre en place tous ces graphiques. Ça permet de gérer ses plans d'action directement sur la base des données qui ont été reportées. Et puis, avec ces interconnexions technologiques, on peut très facilement identifier la source de données, on peut rendre compte des contrôles qui ont été effectués et on peut aussi générer des rapports pour répondre aux différentes réglementations. Donc tout ça, c'est des gains de temps qui sont précieux et qui, je pense, font aujourd'hui la différence pour une plateforme de reporting. Et puis je rajouterais qu'on ne se pose pas trop la question aujourd'hui de savoir s'il faut une plateforme de données pour stocker les données financières. Enfin, tout le monde a son système de comptabilité, de gestion, de RP. Si on considère que l'extra-financier devient aussi important que le financier, il n'y a pas trop de questions à se poser sur l'intérêt et l'opportunité d'avoir une plateforme qui collecte et permet de tracer la donnée extra-financière. Et j'ajouterais effectivement également, nous on le voit bien dans nos accompagnements, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte très tôt parce qu'on collecte de la donnée très tôt dans le processus. Dès qu'on interroge l'entreprise sur sa gouvernance, sur son modèle d'affaires, sur sa stratégie, son business model, on est déjà en train de remplir des éléments du reporting de CSRD. Donc, et nous on le voit bien en tant que cabinet de conseil à quel point les limites du tableau Excel. Donc c'est important de se poser les questions le plus en amont possible et en l'occurrence de ne pas trop se poser la question sur l'opportunité d'intégrer dans le suivi des données, les données extra-financières dans un système adapté. Et peut-être pour compléter côté utilisateur, entreprise, nous, il y avait un point qui était fondamental dans le groupe. On a beaucoup d'activités, on a une dizaine de sociétés, donc ça va de métiers d'usine, de production, il y a des structures de conseil, de design, on a des entreprises de services qui font tout ce qui va être installation. Donc on a des indicateurs à collecter qui sont très différents d'une structure à l'autre et pourtant il faut qu'on déclare à l'unisson façon groupe. Donc il y avait en tous les cas sur Apid, je sais que c'était un point qui avait vraiment été étudié, c'est la richesse, en tout cas le nombre d'indicateurs ESG qui sont proposés et qu'on peut venir du coup installer et mettre en place sur la plateforme. Derrière, évidemment, une raison fondamentale, c'est le gain de temps. Vous en parliez tout à l'heure, aujourd'hui, entre des ISO 14001, des EcoVadis 10, des reportings pour X certifications, les reportings demandés par les clients. Là, vous pouvez paramétrer votre logiciel, telle donnée, je dis n'importe quoi, ma consommation énergétique, je sais que je vais en avoir besoin dans mon EcoVadis, je vais en avoir besoin dans mon reporting pour telle maison, je vais en avoir besoin, vous le rentrez une fois pour toutes et c'est terminé. Là aussi, les erreurs, nous, il y avait plusieurs entreprises, plusieurs services. Parfois, il y en a un qui dit la consommation énergétique, elle était de temps. Bah oui, mais moi, j'ai regardé comme ci, j'ai regardé comme ça. 6 mois après, il faut retrouver la donnée. Elle est où? On ne sait pas trop, on n'a pas le temps. La personne qui s'en charge n'est pas là. Bon, bref. Donc, au moins, il y a une seule donnée. Cette donnée, elle est cascadée, reportée partout. Elle est consultable par tout le monde. Et on peut l'intégrer à de très nombreux reportings qui sont préprogrammés, en fait, à l'avance. Et puis, il y a également un point qui était important pour nous, c'est la partie narration. Donc, il y a toute la donnée chiffrée, mais lorsqu'on doit faire des reportings ou même des bilans RSE, il y a quand même une partie de texte, une partie de narration, et qui, là aussi, peut être, on va dire, pré-automatisée par le logiciel. Donc, ça, c'est aussi un point qui est important pour nous, de pouvoir venir mettre certains compléments d'informations en plus des textes. Top, merci beaucoup pour cet échange. Il nous reste 5 minutes, donc je vais conclure et on va essayer d'avoir un peu de temps pour des questions, si vous le voulez bien. Je pense que de ce qu'on s'est dit, à première vue, la CSRD semble amener beaucoup de contraintes pour les entreprises, notamment avec un renforcement des exigences, avec plus de données qui sont demandées, plus de transparence qui est demandée, un besoin d'audit. Mais aussi, ce que j'entends, et à travers tous les éléments dont nous avons parlé, c'est aussi un énorme vecteur d'opportunité pour ces entreprises. Aujourd'hui, on voit qu'avoir une meilleure maîtrise de ces risques,
Au final, ça va avoir un impact sur la performance financière de la boîte. Faire une bonne analyse de double matérialité, ça va permettre de découvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés pour les entreprises. On voit aussi que la CSRD, ce n'est pas le seul besoin que les entreprises ont. Enfin, voilà, les EcoVadis, les autres questionnaires, etc. sont des besoins grandissants et qui prennent énormément de temps. Et pour conclure plus spécifiquement sur construire un processus de reporting durable pour l'avenir, je pense que Didier l'a dit, mais je pense que le plus important, c'est de s'équiper très tôt dans le processus du bon setup. Et le bon setup, c'est de prendre un outil adapté avec un consultant et de le prendre dès le début de votre processus de reporting ou de réflexion sur ces sujets de reporting durabilité. Voilà. Merci tout le monde. Est-ce que vous auriez... merci aux intervenants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste 3-4 minutes. Oui. Je crois qu'il y a des micros... Ah ouais. On ne savait pas que vous étiez chanteur d'opéra. D'accord, je prends la réponse. Mais donc du coup, alors déjà nous, on est, comme je l'avais dit au début, nous sommes déjà un acteur international. Donc on a 60% des chiffres d'affaires est fait à l'étranger, et notamment en Allemagne et au Luxembourg. Donc je pense que déjà avoir on comprend en fait cet aspect international de tout ce qui est lié à l'ESG, à la sustainability. Je pense que vraiment, ce qui différencie Apidé de la concurrence, c'est notre obsession avec la donnée. Nous, depuis le début d'Apidé, on a construit un modèle de données réutilisable, mappé à tous les standards existants et plus utilisés sur le marché. Et depuis le début d'Apidé, l'anecdote, c'est qu'avant que ChatGPT arrive, nous, on est fondé en fin 2021, on faisait déjà de l'intelligence artificielle avec les moyens du bord à l'époque, qui étaient du machine learning et du NLP, du Natural Language Processing. Et nous, l'idée d'Apidé, c'était de dire, en fait, c'est trop compliqué, les gens ne comprennent pas forcément la donnée qu'ils doivent collecter, ils ne savent pas où la trouver, et parfois elle est là, elle est dans des documents, mais les gens ne savent pas qu'elles sont dans ces documents-là. Et donc nous, on a mappé en gros toutes les questions des questionnaires à des indicateurs qu'il faut pour répondre à ces questions. Et on a ensuite dit, on a mappé ces indicateurs aux documents dans lesquels on pouvait les trouver au sein des entreprises. Et ensuite, on a dit aux gens, déposez-nous simplement ces documents-là. Nous, on va extraire l'information de ces documents et on va vous proposer des suggestions. On va structurer la donnée, vous proposer des suggestions pour vos réponses. Et je pense que cette approche extrêmement proactive pour faire gagner du temps, pour faciliter tout ce jargon ESG et ensuite aussi structurer la donnée pour qu'elle soit réutilisable, je pense que c'est un facteur très différenciant, et alors de plus en plus de gens le font, mais nous c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on fait. Voilà. Et la dernière chose, c'est évidemment ce fait qu'on est une plateforme holistique et qu'on ne vous permet pas simplement de faire de la CSRD, mais qu'on répond vraiment à tous vos besoins de A à Z. Et par contre, la limite de ça, c'est voilà, tout ce qui est au niveau amélioration, identification des sujets de double matérialité. Voilà, tout ça, autant j'aimerais vous dire que la technologie peut tout résoudre, autant je vous conseille fortement d'être accompagné par un cabinet à côté de ça qui va travailler en tandem avec l'outil pour identifier les sujets importants et vraiment les bons sujets pour vous. Et ensuite, surtout, vous aider dans l'amélioration continue de ces objectifs. Ça peut être piloté dans Apidé, ça peut être mis à jour dans Apidé de façon automatique. Mais voilà, les plans d'action spécifiques à votre industrie, à votre taille de boîte, ça, autant j'ai envie de vous dire qu'on peut le faire pour toutes les boîtes, toutes les tailles de boîtes, toutes les industries, autant je serais en train de vous mentir et ce n'est pas du tout ce que je veux vous dire. Et c'est là où un accompagnement consultant est ultra important. Voilà. Moi, si je peux rajouter une petite chose côté utilisateur, nous, ce qu'on avait beaucoup apprécié, c'était quand même l'écoute au démarrage de nos problématiques avec une véritable porte ouverte sur le fait de développer des éléments spécifiques ou même en test de manière à pouvoir aussi améliorer le système. Il n'y avait pas de porte fermée, ce n'est pas quelque chose de standard et c'est comme ça, vous prenez ou vous ne prenez pas. Il y a quand même cette recherche vraiment d'amélioration et de proposer quelque chose d'aussi spécifique. Évidemment, il y a un tronc commun, mais le fait de pouvoir avoir des éléments spécifiques
C'est vrai qu'on s'est dit, voilà, notre activité peut aussi évoluer, les demandes des clients peuvent évoluer, donc ils sont quand même très réactifs sur cette partie-là, quoi. Merci Clémence. C'est une nouvelle industrie, donc évidemment, on n'a pas la prétention de dire qu'on a inventé le logiciel parfait du premier coup, et donc c'est extrêmement important en effet d'écouter les clients, surtout au début, et d'adapter le produit afin qu'il apporte la valeur dont les clients ont besoin. Oui, je crois qu'il y a madame. Allez-y. Bonjour, merci pour ce super atelier. Je voulais savoir s'il y avait s'il y en a, et lesquels indicateurs sont en commun entre la norme ISO 26000 et la CSRD. Est-ce qu'une société certifiée ISO 26000 a de l'avance, du coup, des outils déjà prêts, ou qu'est-ce qui peut être exploité? Merci pour la question. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une bonne expertise CSRD. Je connais bien les indicateurs CSRD, les data points. Par contre, sur la norme, c'est ISO 26000. Là, je vais être honnête, je ne la maîtrise pas du tout. Mais par contre, en fait, ce qu'on peut observer, et moi, ce que j'ai pu constater avec Apide, c'est que finalement, quand on prend un peu tous les frameworks de reporting USG, les indicateurs, à chaque fois, on en recoupe. Il y en a 60% qui sont en commun, voire plus. Et donc, finalement. Pardon. Oui. Et en tout cas, et nous, c'est aussi, je pense, la valeur ajoutée qu'on a, c'est qu'on a régulièrement des utilisateurs qui viennent nous voir et qui ont besoin de reporter sur que ce soit sur des normes, sur des frameworks en particulier, des questionnaires. En fait, c'est l'équipe d'experts ESG va revoir ces questionnaires et travailler main dans la main avec notre équipe produit pour designer justement ces questionnaires et faire le mapping de ce que nous, on appelle les data points, donc qui sont ces informations ESG. Et là, en fait, très facilement, on va être capable de voir quel est le pourcentage d'informations qui sont en commun entre deux frameworks existants. Voilà. Il y a beaucoup de normes qui existent, et il y a toujours des choses qu'on va reprendre. Maintenant, on fait un benchmark au cabinet pour savoir effectivement le pourcentage qu'il pouvait y avoir de data qu'on pouvait récupérer d'un norme ou d'un label sur la CSRD. Il est relativement faible. Je ne vais pas sortir le chiffre ici parce que je pourrais vous faire peur, mais la CSRD va quand même beaucoup plus loin. On parlait tout à l'heure de narratif. 70% des indicateurs de reporting sont des indicateurs narratifs. Donc c'est des phrases, c'est des textes. Et ça, pour le coup, ce n'est pas des KPI traditionnels qu'on va trouver. Donc c'est là où ça s'apparente peut-être plus à une norme, ISO, effectivement, dans une démarche de progrès. Mais le sujet de la CSRD, j'allais dire, englobe tout ce qu'on peut trouver, mais va plus loin. Alors une fois qu'on a dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Mais c'est pourtant la réalité. En tout cas, peut-être si certains d'entre vous s'intéressent ou s'interrogent sur l'opportunité de se faire labelliser ISO, ou je ne sais quoi, ou Bicorp, etc., on ne peut pas tout faire en même temps, quoi. Et la priorité, ça serait peut-être la CSRD, justement, qui a un cadre qui est extrêmement structurant et qui permet, pour le coup, d'englober toutes ces démarches au sein d'un cadre qui, pour le coup, sera encore plus utile parce qu'il va servir à faire votre reporting et nourrir votre rapport de gestion et répondre à cette exigence réglementaire. Je crois qu'il y avait encore une question. Peut-être. Ah, alors, non, c'est pas cher du tout. Ça va dépendre de la taille de votre entreprise et du nombre d'entités qui doivent reporter pour votre entreprise. Mais ça, on sera ravis de. Il y a pas mal d'agents Apide qui traînent. Et... Pardon ? Ah, une petite, 150, c'est pas très grand. On va peut-être. Allez, je suis vraiment gentil. Je vous donne un prix là, peut-être vers les 10 000 €, peut-être, quelque chose comme ça. Mais ça englobe encore une fois pas que la CSRD. Donc c'est ça qui est intéressant avec Apide. Pour ce prix-là, vous aurez accès à la plateforme et vous aurez accès à un accompagnement, on va dire, simple de nos experts en interne. Ça n'inclut pas l'accompagnement d'un cabinet de consultants. Voilà. Mais c'est continu, c'est toute l'année, oui. Non, vous avez donc l'onboarding, on va vous onboarder avec les données que vous aviez précédemment, on va comprendre votre besoin, et ensuite vous aurez un accompagnement. Donc il y a l'équipe ESG de Chloé qui est en interne Apide, donc c'est juste que vous n'aurez pas un consultant dédié, vous pourrez poser vos questions pendant le processus. L'outil a de l'aide, un chat live, vous pourrez chatter. Si vous avez besoin d'aide plus profonde, on sera
organiser des appels. Après, évidemment, si on voit que c'est des demandes de consulting très poussées, là, généralement, on va vous diriger vers des cabinets de consultants avec lesquels on travaille, dont Mineos. Et là, ensuite, vous verrez avec eux pour le prix d'un accompagnement humain complet sur ces sujets-là. Voilà. C'était vraiment cool de balancer un prix comme ça. Voilà. Non, je sais, mais voilà. Écoutez, on est très transparent chez Apidé, comme la CSRD le demande. Donc, voilà. On est 6 minutes au-dessus du temps, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais merci beaucoup à tous pour d'être venus et passez une excellente journée, un excellent salon.